Parce qu'Orange a été présent pendant ces rencontres et je pense que le fait d'avoir des grandes entreprises est un plus pour notre travail. On connaît bien Thierry Curial par ses différentes réalisations. On l'a connu au départ parce qu'avec Christophe Battier, en reprenant la plateforme Claroline Connect, ils ont créé Solerny. On le connaît parce qu'à Caen, on avait Christine Vautier qui était là et qui collabore avec lui sur ces MOOC qui ont fait beaucoup de bruit, sur l'impressionnisme, sur Picasso, tout à fait, avec Frédéric Duriez au dessin, qui est un de mes anciens stagiaires. J'ai découvert ça tout à fait par hasard. Il est venu à une formation que j'avais animée et il m'a bien fait comprendre que les liens continuent à exister. Donc voilà, on est content de tisser des liens avec Thierry Curial, qui a son franc-parler. Donc il m'a déjà précisé que ce qu'il disait, c'était en son nom, et qu'il a toujours donc, ce qu'il avait à dire. Donc toujours pareil, hein, en plus on n'est pas très nombreux, donc on en profite pour l'écouter sur ce qu'il a à nous dire avec une première présentation, et on discutera ensuite. D'abord, merci. Bien entendu, comme préalable, ça me paraît évident. Merci de m'accueillir. Et en effet, je parle en mon nom. C'est pas parce que je travaille chez Orange. J'ai un certain nombre de convictions qui me sont propres et je les assume pleinement, indépendamment de ce que peut en penser ma hiérarchie, et ce, quelles que soient les conséquences éventuelles. Donc merci de m'accueillir. Je connais quelques têtes, ça fait toujours plaisir de les revoir. Je ne connais pas tout le monde, et donc c'est avec plaisir que je viens partager avec vous l'état de ma réflexion, j'ai envie de dire ici et maintenant, aujourd'hui, parce que tout bouge partout en même temps. On est en impermanence et l'interdépendance. Alors, j'ai essayé de ramasser cette pensée-là en une vingtaine de slides. Ce que je vous propose, parce que j'ai un fil, si vous en êtes d'accord, c'est de me laisser... voilà. Il y a des choses que je vais évacuer parce qu'on en a parlé. Et puis ensuite, ce sera un foisonnement interactif. Voilà. Ok. Alors... en fait, si, mais non. Oui, mais non. Bon, donc, en fait, moi, je dirige un département au sein du Technocentre d'Orange qui s'intitule Open Collaborative Learning. Les mots sont choisis, learning, parce que je suis convaincu qu'il sera plus question d'apprendre au XXIe siècle que d'enseigner ou de former. Open parce que forcément le numérique permet de s'affranchir des barrières géographiques et tout un chacun, quel que soit son niveau préalable de connaissance, peut vivre une expérience numérique d'apprentissage, qu'elle soit massive ou non massive, sociale ou pas, on le voit bien. Et enfin, collaboratif, parce que je pense que l'évolution des organisations du travail, et je ne suis pas un représentant d'une université ou d'une grande école, mais d'une entreprise qui attache une importance particulière au rapport de la compétence à l'employabilité maintenue ou développée. Quand on regarde l'évolution du monde du travail, j'essaierai de partager avec vous quelques réflexions là-dessus. On voit bien qu'on s'achemine vers des formes d'horizontalisation, de réticularisation des échanges. Donc voilà, Open Collaborative Learning, les mots sont pesés. Et Orange a fait pas mal de choses dans ce domaine-là. Mais avant, j'aimerais vous inviter à faire un petit voyage dans le temps avec moi. J'aimerais qu'on reparte ensemble avant les 3 grandes transformations civilisationnelles majeures que sont l'écriture, l'imprimerie et l'écriture numérique. Et donc, avant l'écriture, il y a la parole. La parole comme voie de transmission orale, transmission de savoir, transmission de compétences aussi. Ce qui se passe avec l'écriture, c'est que l'écriture, alors que la parole est un signal continu temporel, blablabla, blablabla, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est un signal continu temporel, l'écriture, elle vient découper ce signal en petites unités discrètes qu'elle va disposer dans un espace. Par exemple, l'espace d'une tablette d'argile, à cette époque-là, en Antiquité, sur laquelle on écrit avec un stylet qui est un morceau de bois taillé. Ça vous rappelle rien, une tablette avec un stylet? Bon.
Donc vous voyez, on est dans l'Antiquité et déjà, il y a donc une forme de spatialisation du flux continu qu'est la parole. Et qu'est-ce que c'est que cette spatialisation? Eh bien, c'est une forme d'industrialisation de la parole. Qu'est-ce que c'est que l'industrialisation? L'industrialisation, c'est toujours de découper des choses. On le connaît très bien avec l'organisation scientifique du travail qui a donné lieu au taylorisme. C'est de découper des choses pour pouvoir les reproduire en masse et les distribuer. Et donc, en réalité, la parole, l'écriture, on peut la voir comme une forme d'industrialisation de la parole qui consiste à découper ce flux continu en un signal discontinu dans un espace. Et ça permet donc d'effectuer des copies, conformes ou pas. Et si on peut effectuer des copies, alors on peut effectuer aussi une distribution plus importante que ne le permet la parole, qui, elle, est circonscrite à un environnement de proximité. L'imprimerie est le deuxième stade d'industrialisation de la parole. Parce qu'avec Gutenberg, on va saucissonner l'écriture en petites unités discrètes de plomb, qui permettent, encore une fois, d'accroître le potentiel de reproduction et de distribution. Donc c'est le deuxième stade d'industrialisation de la parole. Et enfin, avec l'écriture numérique, on va découper ces caractères en une succession de 1 et de 0. Là encore, on est dans un découpage qui permet une reproduction massive, généralisée, et une distribution à la vitesse de la lumière. Parce que finalement, depuis l'écriture numérique, nous laissons une foultitude de traces partout où nous passons. D'ailleurs, la NSA en sait quelque chose aujourd'hui. Et c'est ce qui caractérise vraiment l'âge du réseau aujourd'hui, c'est la prolifération des traces que nous laissons de toutes sortes. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour vous dire, mais qu'au fond, il y a une sorte d'obsession dans l'histoire de l'humanité, qui est une partie de l'histoire de l'humanité, mais qui est de laisser des traces sur des supports techniques de mémoire. Si bien que un signe gravé sur une tablette ou un fichier sur vos disques durs procède exactement de la même manière. C'est de laisser des traces sur des supports techniques de mémoire qui permettent à l'être humain d'externaliser sa mémoire pour pouvoir faire autre chose. Oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. On peut remonter un peu plus loin dans le temps, mais là, je voulais me circonscrire à laisser du point de vue de l'écriture. Voilà. C'est la trace écrite qui permet, parce que là, on est dans un univers de formation, de transmission, de développement de compétences, donc, voilà. Mais c'est tout à fait vrai. OK. Et alors ensuite, à partir de là, le premier réseau social, ça date de 1978. Facebook n'arrive qu'en 2004. CCK08, c'est le premier MOOC connectiviste développé par des Canadiens. Ensuite, il y a Coursera en 2012. Et puis en 2015, on va en parler. Mais tout ça génère une foultitude de traces que nous laissons partout. Et ce sera encore plus vrai avec les objets connectés et sur lesquels on va appliquer du big data. Donc voilà, on est dans un monde de traces. Et on est aussi dans un monde d'hypercontraction du temps et de l'espace et des liens sociaux, parce qu'il faut, pas beaucoup de temps pour écrire un tweet, il faut vraiment très peu de temps pour l'envoyer à tous vos suiveurs, et il faut encore très peu de temps pour pour faire en sorte qu'eux-mêmes l'envoient à leurs propres suiveurs. Donc on est dans une hypercontraction du temps et de l'espace et des liens sociaux. Bon. Tout ça pour dire qu'on est dans un contexte de digitalisation généralisée des activités humaines, dont les traces, en fait, ne sont qu'une conséquence, qui s'exprime par de la dématérialisation. On en a parlé tout à l'heure. L'histoire de l'écriture en est la preuve.
Une désintermédiation, on en a aussi parlé, hein, quand Open Classroom arrive sur le marché, ben, on désintermédie les opérateurs de formation avec des coûts de structure quasi nuls, on pourrait dire, hein, puisqu'il n'y a pas de salle, il n'y a rien. L'automatisation et l'algorithmisation, vous le savez bien aussi, dans les 10 à 15 prochaines années à venir, on aura une automatisation, robotisation et algorithmisation généralisée avec un certain nombre de problèmes qui sont posés, on y reviendra tout à l'heure. Ça génère forcément une obsolescence des compétences, pas de toutes, mais de certaines compétences. Hein. La digitalisation de nos pratiques professionnelles et personnelles génère une obsolescence. Et puis, on est dans une économie dite 24-24-7-7. On est une économie de flux, on va y revenir aussi. Et cette économie de flux, elle consomme de manière considérable du temps, et le temps devient une ressource extrêmement rare. Tout ça fait qu'on est dans une situation de métamorphose totalement accélérée des compétences. On avait une conversation à l'instant, là, avant de démarrer, sur 1 an pour une start-up, enfin non, pour un brick and mortar, c'est l'équivalent de 7 années pour une start-up. Donc ça va très vite. Cette métamorphose, c'est plus qu'une mutation. Alors, dans ce contexte-là, on assiste à des gens qui proposent de nouveaux outils de formation à l'âge de réseau. Reste que ces outils, pour certains, restent pris dans le modèle de l'enseignement vertical, hein, former, enseigner, instruire, de un vers tous. Voilà, avec un sachant et des soi-disant ignorants en face, plutôt positionnés sur de l'acquisition de connaissances, ce qui convoque une certaine passivité. Vous en avez parlé tout à l'heure sur ce problème de la formation subie et de la passivité qui fait se déserter le désir. D'autres parlent de nouveaux outils d'apprentissage. Voilà, on n'est pas seulement dans l'enseignement ou la formation, mais dans l'apprentissage. Pourquoi ? Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, hein, aujourd'hui, avec cette accélération de la numérisation de nos activités, on peut dire que 90% de nos compétences se développent de manière informelle. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? C'est des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-faire savoir et des savoirs mobiliser tous ces savoirs pour résoudre un problème qui se pose à nous avec d'autres. Donc, il y a de l'interaction, il y a des échanges, et c'est cela qui génère ces compétences. Donc c'est du réseau, tout ça, c'est de l'interaction, c'est de l'expérience. Et là, on est sur du développement de compétences qui mobilise non plus la passivité, mais l'activité. Quand on travaille, on dit qu'on est en activité. Et c'est cette activité qui génère des interactions, qui elle-même génère des compétences. Alors dans ce climat-là, on voit émerger de nouveaux produits de formation, des MOOC. Au début, en 2012, avec Coursera, et puis ensuite, il y a la différence XMOOC, CMOOC, SMOOC, TORC, SPOC, Cook, Book, Dook. Bon, voilà, donc pléthore de produits. Les marketeurs qui veulent générer un certain nombre de représentations, comme le disait Jacques tout à l'heure, dans l'esprit des personnes, pour susciter du désir, mais aussi générer du chiffre d'affaires, etc., etc. Parfois au mépris de quoi ? Au mépris d'un processus. Parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui, quand même, c'est une mutation totale du processus même de l'apprentissage qu'implique la numérisation. Tout se passe comme si on passait d'une logique de stock avec des produits de formation, en effet. Hein. Et là, je parle ouvertement à notre camarade de la Ségos, hein, avec un catalogue. Voilà. Bon. Et ces catalogues de produits, en fait, qui sont l'expression d'une inégalité entre travailler et apprendre, sont complètement attaqués par une économie 24-24-7-7 de flux qui, elle, pose une égalité, travailler égale apprendre. Donc là, il y a un vrai problème. Donc d'un côté, on est dans le modèle de l'enseignement vertical, qu'on soit un enseignant ou un formateur, de un vers tous. Et de l'autre côté, on est de tous vers tous, en flux, quasi permanent. Et c'est cela qui fait la différence. Et peut-être que c'est cela qui va pousser les organisations du travail, grâce à cette consubstantialité de travailler et d'apprendre, vers un apprentissage plus collaboratif. Et qu'est-ce que l'apprentissage collaboratif ?
C'est une définition tout à fait personnelle, c'est 0 prof, 0 formateur, mais surtout pas 0 pédagogue. C'est pour ça que tout à l'heure je réagissais sur pédagogie volontairement, je disais tiens, il n'y a pas de lien là sur pédagogie. Quand je dis ça, beaucoup de gens me disent ouais mais vous Orange, vous voulez participer à l'ubérisation. Pas du tout, au contraire, 0 prof, 0 formateur. C'est tout simplement parce que dans le modèle qui positionne l'apprenant comme un acteur de son processus d'apprentissage, à travers des activités, parce qu'on apprend en pratiquant seul ou avec d'autres, et c'est comme ça qu'on développe des compétences, eh bien, il y a 0 prof et 0 formateur. Mais ces profs et ces formateurs, loin d'être menacés par la numérisation de leur activité, peuvent voir une opportunité pour devenir des pédagogues qui vont intervenir en amont pour faire de l'ingénierie de dispositifs de formation, le contenu n'étant quasiment plus le problème, puisque le contenu n'est plus rare. Donc ce qui va donner de la valeur, c'est comment d'abord on qualifie des contenus et ensuite comment on les articule ensemble dans un scénario pédagogique centré sur les apprenants. Donc loin d'être une menace, c'est une opportunité de redéfinir en fait des pratiques professionnelles et de redéfinir une identité professionnelle. Voilà pourquoi c'est à la fois provocateur et en même temps extrêmement bienveillant à l'égard des enseignants et des formateurs. Mais là, il y a un enjeu de transformation identitaire pour eux qui est incontournable. C'est ça ou mourir. Bon, je vais aller très vite sur Solarny parce que parmi mes activités, mon équipe et moi-même avons sorti une plateforme qui s'appelle Solarny. C'est une plateforme d'apprentissage collaboratif. J'en en parlais, on a fait 14 dispositifs en 1 an et demi. Dans ces dispositifs, on a respecté ce 0 prof, 0 formateur, mais surtout pas 0 pédagogue. C'est aussi une marque powered by Orange. Et c'est une double activité, c'est du conseil en ingénierie pédagogique, massive ou non massive, mais toujours sociale, c'est-à-dire collaborative, sous la forme d'une Digital Learning Agency, et la fourniture d'infrastructures techniques, puisque Orange est un opérateur de la connexion, et donc l'idée générale, c'est de dire, mais si le numérique est un extraordinaire révélateur du fait que les intelligences au sens large, sont plus distribuées qu'elles ne sont concentrées en un seul, alors Orange a tout à fait sa place pour proposer des infrastructures permettant à ces intelligences de se connecter entre elles. Et notre baseline, c'est apprendre, c'est toujours mieux ensemble. D'ailleurs, Solarny, c'est de l'espéranto, c'est une contraction de socia et lerni qui veut dire apprendre en groupe. Donc, dans l'ADN même de cette marque, il y a déjà notre proposition d'expérience numérique d'apprentissage collaboratif. On a fait 14 projets en 1 an et demi, c'est beaucoup de boulot, et on a 80 000 inscrits sur cette plateforme. Alors, vous en connaissez certains, on a fait en effet le Digital Vivons-le Ensemble, qui était le premier, hein. Ça a été une vraie bagarre dans mon organisation, parce que j'ai fait tout ça contre mon organisation, contre Orange. Vous imaginez sortir un dispositif, le Digital Vivons-le Ensemble, c'est-à-dire une acculturation aux pratiques digitales personnelles et professionnelles chez Orange, en ouvrant ce dispositif à l'extérieur, avec 5000 inscrits, dont 2500 de salariés d'Orange et 2500 personnes de l'extérieur. Quand Orange a compris que le Digital Vivons-le Ensemble était ouvert, on a voulu m'interdire de le sortir. Mais comme j'avais vraiment avancé comme une taupe dans le jardin et que je suis sorti au bon moment et que j'ai apporté une solution que beaucoup attendaient, eh bien, on n'a pas pu revenir en arrière. Et donc c'est comme ça qu'on l'a fait, le premier. Et depuis, donc ça c'était avril 2014, on en a fait 14. On en a fait 14, dont pas mal chez Orange, hein, Picasso, impressionnisme avec la réunion des musées nationaux ou le château de Versailles. On a fait aussi des dispositifs sur les métiers du numérique, devenir web conseiller ou décoder le code. Et puis on a en train de travailler aujourd'hui avec Crédit Agricole, Altran, la CFDT, et BPCE, entre autres. Voilà, donc ça devient une activité. Cette activité, bien entendu, je voudrais qu'elle soit pérenne économiquement pour me permettre de viser des ambitions plus importantes sur le plan social, c'est-à-dire le collaborative learning, et sur le plan sociétal, c'est-à-dire s'inscrire dans une économie dite de la contribution collaborative, où en effet, il est question de créer des biens communs, Wikipédia étant par exemple un bien commun mondial de la connaissance. Mais comment peut-on créer des biens avec des gens, des biens communs, voilà, sous la forme de dispositifs d'apprentissage collaboratif?
Ça, ce sont des ambitions sociales et sociétales en arrière-plan que je n'affiche pas du tout chez Orange, bien entendu, ou peu. J'affiche surtout ce qu'on me demande d'afficher, c'est-à-dire un compte d'exploitation équilibré à 3-4 ans. L'adhésion évidente, si je vous donne 3 dispositifs, hein, le Digital by Crédit Agricole, le Digital Users chez Orange, donc les usages digitaux, et le Community Management, vous voyez qu'on est entre 78 et 87% de gens qui souhaitent en suivre un autre. Donc là, quand on fait ça au Crédit Agricole, forcément, il y a 0 prof, 0 formateur, hein, mais pas 0 pédagogue. C'est-à-dire que le pédagogue, il intervient en amont pour élaborer avec les équipes de formation du Crédit Agricole un scénario pédagogique et ils ne savent pas du tout faire. La pédagogie massive, sociale, collaborative, c'est la panique. On les mouille comme animateur, modérateur pendant le dispositif et on les mouille aussi à la fin pour de la capitalisation. Donc on laisse des traces, encore des traces, vous voyez, on laisse des traces chez nos clients pour les acculturer et ça, ce sont des résultats pour les apprenants. Bon, on va passer sur le reste parce qu'on pourrait y revenir. Là-dessus, non, juste le précédent. Quelques résultats significatifs quand même, parce qu'en effet, nous aussi, la question de connaître les apprenants est essentielle, hein, puisque ces dispositifs ne sont pas centrés ou plus centrés sur le sachant, mais sur les apprenants. Donc forcément, les data, les learning analytics, on les étudie et on essaye, chemin faisant, de comprendre ce qui se passe, hein, voilà, sur les comportements, en effet. Donc là, je vous ai pris 3 dispositifs volontairement très disparates en termes de nombre de personnes. Le Digital by CA, c'était un test avec 1500 inscrits. L'usage digitaux chez Orange, 35 000 inscrits. Et Community Management, donc une toute petite communauté de community managers, 251. Les learners, c'est-à-dire le pourcentage, en pourcentage des inscrits, c'est-à-dire ceux qui visitent le site. Ils n'en font peut-être pas grand-chose, mais ils le visitent. Donc là, on est à 70, 10 et 100. Donc là, on voit bien que pour le Digital Users, il y a un problème, mais ce 10%-là, c'est un taux de transformation assez classique. Vous envoyez 100 mails à 100 personnes pour les inviter à venir sur un dispositif. Il y en a à peu près 10 qui viennent, ça revient très souvent. Pourquoi est-ce qu'on a 70 d'un côté au Crédit Agricole et 100 chez Orange? Tout simplement parce que le Crédit Agricole a fait un énorme effort pour donner du sens à cette innovation en interne à travers un dispositif de communication extrêmement précis qui a suscité du désir, généré des représentations. Tiens, des formations alternatives. Tiens, il n'y a pas de prof. Tiens, c'est fait avec Orange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, c'est sur de l'acculturation aux pratiques digitales. Susciter le désir d'apprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Doit-on répondre à des besoins de formation ou susciter le désir d'apprendre? Au Crédit Agricole, on s'est bien entendu avec le patron de l'IFCAM là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en gré à gré avec des gens qui comprennent la mutation, la métamorphose en cours. Et c'était très facile d'échanger. En revanche, quand on est face à des acheteurs, c'est même pas la peine d'y penser. Ils ne comprennent rien à tout ça, pour la plupart d'entre eux. Ensuite, ce qu'on appelle les active learners, ce sont des apprenants qui s'engagent en utilisant les matériaux qui leur sont proposés, qui vont consulter une vidéo, qui vont faire un quiz, qui vont échanger, interagir, etc., etc. Là, on est à peu près entre 60 et 70%. Partons du principe que plus on est en interaction avec d'autres, plus on multiplie les chances de faire du co-développement de compétences, l'apprentissage par les pairs. Voilà. Ce dispositif m'a permis de me rendre compte des trous dans ma raquette. Je pensais que j'étais un expert chez Orange sur le sujet du numérique. Et là, il y a des gens qui viennent de notre environnement qui m'ont scotché. Il y a un type, à un moment donné, on utilisait un artifice pédagogique pour vérifier, pour gérer l'infobésité sur le web. Et donc on a utilisé un artifice et on leur a donné une consigne très vaste qui était de faire une recherche sur Merlin. Alors il y en a qui sont partis sur le roi Merlin, d'autres Merlin l'Enchanteur, il y en a qui sont allés sur l'Encyclopédia Universalis, d'autres sur DuckDuckGo, d'autres sur Google, etc. Puis on a fait un forum pour parler de tout ça, et alors ça donne quoi, etc. Et il y a un type qui a dit 3 millions de réponses sur Merlin, ça va pas. Je me tape une requête booléenne.
et puis je vous la livre. Et il a donné ça en pâture à la communauté. Il a obtenu avec sa requête booléenne 3 résultats. Et ça a eu un effet fantastique sur la communauté. C'est ce qu'on appelle le développement marginal de compétences. C'est-à-dire que ce gars-là a éveillé le désir de comprendre chez les autres qu'est-ce que c'était que le langage booléen, de s'apercevoir que ce n'était pas aussi compliqué que ça, que Google l'expliquait. Alors, pas de manière très accessible, hein, ça c'est sûr, mais que moi aussi, je pouvais, en rajoutant PDF à la fin d'une occurrence saisie dans le moteur, n'avoir que des fichiers PDF. Tiens, accroissement marginal de compétences. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, la performance. Des apprenants plus actifs et plus engagés, ça, c'est une évidence. Vous le disiez tout à l'heure, hein, quand on suscite le désir d'apprendre, il y a une motivation, hein, il y a des facteurs motivationnels qui sont là et qui suscitent... tout le monde ne s'engage pas, attention, bien entendu, il y a des apprenants totalement passifs, hein. Il y a ceux qui s'inscrivent, qui ne viennent pas, il y a des apprenants passifs, on ne sait pas ce qu'ils font de ce qu'ils ont appris, mais bon, des révélations de talent, ça y en a, et des réseaux de talent, c'est-à-dire qu'on voit que des gens en fait se mettent à discuter, échanger entre eux en petits groupes et produisent de la connaissance empirique entre eux, dont bénéficie toute la communauté, même si elle ne participe pas aux échanges. C'est aussi des révélations d'incompétences inconscientes. Je vous en parlais tout à l'heure avec cette personne qui dit « Oh là là, j'ai des trous dans ma raquette ». C'est important de prendre conscience de ces incompétences. C'est de la fertilisation intergénérationnelle, c'est de l'employabilité renforcée ou élargie, bien entendu, et notamment sur la question des pratiques numériques, et c'est une réduction de la fracture numérique. Tout ça à des degrés très divers, bien entendu, en fonction des cultures d'entreprise. Là, on parlait de Segos avec malheureusement des top management qui ne veut pas entendre parler de la réticularisation des formateurs entre eux à l'intérieur de Segos. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher de la relation réticulaire avec d'autres à l'extérieur des frontières naturelles de l'entreprise. C'est quand même un vrai problème au XXIe siècle. Ok. Donc voilà pour les bénéfices. Jean-Marie, tu en as parlé tout à l'heure, je résume ça très vite. Il y a trois grandes tendances sur le marché aujourd'hui, hein. Il y a la création et l'acquisition de contenu. Voilà, ils y sont presque tous, là, hein, Coursera, Udacity, Udemy, University, FutureLearn, Open Classroom, LinkedIn. Je l'ai mis en particulier parce que je vais en dire 2 mots. Donc là, c'est de la course au catalogue, hein. C'est celui qui aura le plus gros catalogue le plus vite possible pour faire de la recommandation, etc. Et d'avoir une masse critique qui fait que, plaf, on enferme les gens dans un truc, on propose ensuite des parcours et c'est terminé, on a mangé tous les autres. C'est ce que Jean-Marie disait tout à l'heure. Il y a un gros qui arrive et puis alors c'est peut-être Coursera. Quoique Coursera, on va le voir aussi, c'est quand même une machine à cramer du fric, hein. Le deuxième tendance du marché, c'est de la création de marketplace. Tu en as parlé avec Live Mentor. Donc il y a une offre d'instruction d'un côté, il y a une demande d'instruction de l'autre côté, virtuelle, payante, et les petits jeunes là qui roulent en trottinette, qui veulent devenir des start-upers milliardaires en 6 mois sous la recommandation d'Emmanuel Macron, vont plutôt sur ce marché. Et ensuite, il y a des créations de plateformes d'apprentissage collaboratif où là, on n'est plus dans du one-to-many parce que le premier modèle, c'est quand même encore du one-to-many, sauf exception. Le deuxième, c'est aussi du c'est du one-to-many, voire du one-to-one. Mais là, c'est du many-to-many. Sauf exception là-haut, je vous recommande de lire le dernier revue Cité, avec un numéro spécial sur l'éducation et la formation, avec ce témoignage d'un prof de Princeton qui était sur Coursera au début, qui a voulu copier-coller ce qui se passait dans un amphi, et puis il s'est aperçu qu'au lieu de faire cours, en fait, il ne pouvait plus faire cours, parce que les apprenants en ligne défaisaient son cours. On ne peut plus faire cours parce que le cours est défait par l'irruption du monde dans l'amphithéâtre ou dans le dispositif en ligne. Et donc il a accepté ça, et il en témoigne d'une manière extraordinaire, et il explique quel est son cheminement de transformation identitaire en l'espace de 2 ans, et le fait qu'il soit passé de Coursera à Novoed, parce que la plateforme, Novoed, était selon lui beaucoup plus au service du développement collaboratif de compétences que Coursera. Donc vous voyez, ça c'est une conclusion très importante, et ça depuis le début je le dis, Jean-Marie peut en témoigner, c'est en ce qui me concerne, je fais tout ce travail chez Orange pour placer la technique au service de la pédagogie et pas l'inverse.
alors que des LMS, aujourd'hui, pour certains encore, forcément, vous êtes obligé de vous adapter au LMS. Hein, donc c'est la pédagogie au service de la technique et non pas la technique au service de la pédagogie. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe sur le marché. Autre chose sur le marché, les capitalisations. Là, vous voyez, récemment, hein, Udacity a fait une levée considérable et donc passe devant Coursera. Mais très vite, vous voyez que à gauche, là, c'est le marché américain. Hein, 160 millions de dollars de levée par Udacity en 3 fois, 146 par Coursera, 113 pour Udemy, edX, etc. La Khan Academy. En Espagne, vous avez Telefonica avec 8 millions d'euros. Il y a Fun avec 30 millions d'euros. Il y a là récemment des annonces qui font que déjà Fun, c'est une nouvelle plateforme. Et puis, il y a des sous qui sont injectés avec une structure juridique de GIP qui a été créée. Corp Academy a levé 3,2, Open Classroom 2,2 et Orange, on est non pas avec des levées de fonds et des ressources humaines, mais moi je travaille avec un budget sous contrainte hiérarchique. Je me bagarre contre des titans, mais ça me plaît. Donc voilà, le marché et information principale de ces 6 derniers mois sur le marché, LinkedIn rachète un méga catalogue de type vertical descendant quand même, hein, de type one to many, c'est-à-dire lynda.com pour 1,15 milliard de dollars quand même. Quand je vous dis qu'il y a une course à l'acquisition de contenu, c'est là. Moi, j'ai pas 1,15 milliard de dollars pour acheter un catalogue de contenu. Et puis ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma stratégie. Le contenu doit être sélectionné par des pédagogues et il doit être enrichi par les apprenants eux-mêmes. Vous le disiez tout à l'heure, hein, tous producteurs et consommateurs de contenu, tous sachant et apprenant en même temps. C'est plus un ou, c'est un et. Mais ça, c'est une information capitale parce que ça veut dire que ce ne sont pas les learning management systems classiques, Cross Knowledge, Saba, etc., qui s'intéressent à l'intégration de fonctions sociales. Ce sont des réseaux sociaux qui s'intéressent à la question de l'information. Contre toute attente. Personnellement, moi, je ne m'y attendais pas à ça. Hein. Et quand vous regardez que LinkedIn, c'est aussi Pulse, c'est-à-dire la capacité à donner la possibilité à des gens de produire du contenu et de qualité. Quand vous allez sur Pulse, il y a des contenus de qualité. Nadine de l'AFPA, qui est en train de produire, là, dans le cadre du dispositif Apprendre et apprendre ensemble de Denis Christol, dont je fais partie aussi, elle a rédigé 7 micro-articles sur des sujets qui lui tiennent à cœur. C'est un travail de qualité, avec des ressources, de cités, etc. Pulse, SlideShare, c'est chez LinkedIn. Mettre en relation des étudiants avec de futures entreprises en fonction de leur représentation, hein, parfois un peu qui relève de la pensée magique, de ce que peut être une organisation du travail, comme Orange, par exemple. Puis quand on y rentre, on s'aperçoit que loin d'être aussi innovante qu'elle l'affiche dans sa communication, il y a énormément de techno-bureaucratie. Et là, c'est la déception. Donc, la représentation, c'est bien, mais rien ne remplace l'expérience d'une entreprise, d'un produit, d'un service. Donc, LinkedIn, c'est un opérateur qui, oui, en effet, pour moi, c'est vraiment un méga concurrent. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer, comme toi, Jean-Marie, la suite, mais quand je regarde tous leurs actifs, là, je me dis que comme leur communauté est en phase de croissance décroissante, peut-être que s'ils utilisent le critère de l'apprentissage pour segmenter cette méga communauté, peut-être qu'on peut s'acheminer vers des sous-réseaux sociaux d'apprentissage. Et cela, je l'avais anticipé en ce qui me concerne il y a déjà 1 an. Et je vais vous en parler. J'avais anticipé l'émergence d'un réseau social d'apprentissage collaboratif. Parce qu'on voit bien qu'un MOOC, c'est une date de début, une date de fin. Un SPOC aussi, tout ce que vous voulez, là, tous ces produits, là, c'est une date de début, une date de fin, un programme au milieu. Après, j'ai un badge, j'ai un certificat. Bon, ok, très bien. So what? Qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai tissé des liens avec des gens et puis c'est la frustration parce que le forum il est plus animé, parce que les gens l'ont déserté. Je me retrouve dans un désert interactif. Il n'y a plus personne avec qui interagir. Ou alors j'ai basculé sur Twitter, je suis quelques personnes, mais c'est pas ça. Je suis frustré. Il y a une frustration en fait. On le voit bien chez les apprenants. Hein, mais pourquoi ça s'arrête?
on était dans vous nous avez suscité le désir d'apprendre plutôt qu'imposer une formation obligatoire, et puis pouf, il n'y a plus personne. Donc l'idée, c'est de passer de ces logiques-là encadrées dans l'espace et dans le temps en permettant à des apprenants plusieurs choses. D'abord, c'est de leur fournir des rendez-vous sous la forme d'un apprentissage formel avec des badges. Par exemple, un dispositif numérique d'apprentissage sur les pratiques numériques, badgeant, donc ça c'est du formel. Ensuite, c'est de la mise en pratique de compétences développées en ligne, entre deux dispositifs formels. Ensuite, c'est de la mise en pratique de compétences développées en présentiel. C'est pour ça que je travaille avec Demos. Voilà. Et enfin, de l'apprentissage informel, c'est-à-dire quand on s'inscrit à un réseau social, c'est pour la vie, et on laisse les gens, à l'intérieur de ce dispositif, tisser des liens entre eux, entre les différents moments formels et les différents moments de mise en pratique des compétences, que ce soit en ligne ou en présentiel, sachant que là, donc, on va croiser deux axes, un axe formel-informel et un axe distanciel-présentiel. Voilà, c'est ça, ce sont ça les composants d'un réseau social d'apprentissage collaboratif. Donc, Solerny va passer d'une plateforme de Cook, de Spock, de tout ce que vous voulez, à une plateforme de réseaux sociaux d'apprentissage collaboratif thématique, parce que tout ça, on le voit bien aujourd'hui. Tu peux avancer, Jacques. On voit bien aujourd'hui que ce qui se dégage dans notre relation à notre environnement aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute une thématique culture générale qui émerge, avec dedans Versailles, Picasso, l'impressionnisme. Là, on est en contact avec le musée de l'homme, la Cinémathèque de Paris, etc., etc. Donc, culture générale, c'est-à-dire une sorte d'éducation populaire sur des thèmes qui intéressent les gens. Une vulgarisation au sens le plus noble du terme. On a une autre thématique qui émerge, c'est forcément la culture numérique, avec le digital, vivons-le ensemble, devenir web conseiller, etc., etc., qu'on reproduit chez nos clients. Il y en a une troisième qui est émergente et qu'on est en train d'adresser, c'est la culture scientifique. Donc culture générale, culture scientifique et culture numérique. Ça, c'est pour le grand public. À côté de ça, on peut instancier Solerny en 2016 et on peut totalement brander aux couleurs de la CFDT Solerny. Et on peut aussi instancier Solerny pour Altran, pour Crédit Agricole ou pour BPCE. Et à côté de tout ça, en bas à droite, on a isolé des machines pour les dédier au Learning Analytics, parce qu'en effet, et on pourra en reparler si tu veux, Jean-Marie, parce que nous aussi on a des datas, on peut les partager avec vous. D'ailleurs, je les ai envoyés à François. Non, je ne l'ai pas envoyé. J'ai envoyé le fichier de certain nombre de participants à François Aquatella, Mine Paris Télécom Bretagne, non, tu ne le connais pas. Bon, ok, donc on l'isole parce que, d'une part, c'est utile pour nos clients pour comprendre quels sont les comportements en ligne. On va les aider. C'est utile pour nos clients pour fournir la preuve aux différents organismes avec lesquels ils sont en relation qu'ils ont contribué au développement de compétences de leurs collaborateurs. Et côté apprenant, eh bien, il va falloir à un moment donné restituer les données qu'on prend aux apprenants sous une forme ou sous une autre. On est en train d'y réfléchir. Mais j'avais déjà travaillé là-dessus pour la visite de musée il y a quelques années. Et on s'était dit qu'en fait, on avait créé une appli qui permettait de faire son butin quand on va dans une expo. Moi, je fais mon butin, c'est-à-dire que je prends une photo, et puis ça part dans le cloud, puis quand je reviens, je peux me la jouer en diaporama, je peux le partager, etc., etc. Mais on pouvait analyser ce butin, très intéressant. Quand on analyse le butin effectué par quelqu'un dans Petit N, lieu de culture, qu'est-ce qui se passe ? On peut lui renvoyer en miroir des choses qu'il ignorait de lui-même, peut-être. J'aimais à ce point l'impressionnisme, je ne le savais pas. Merci. Voilà. Donc on prend des datas, mais on se pose en ce moment la question de savoir sous quelle forme on les rend, ces datas. Sachant qu'il y a quand même un environnement en ce moment, avec la remise en cause du Safe Harbor, un certain nombre de problèmes sur l'opt-in, sur les datas, etc. On prend, mais comment on redonne ? Voilà, moi j'ai deux sur la question des Learning Analytics, deux cibles. C'est le client qui paye et puis le learner qui apprend. Il a peut-être besoin de savoir qu'on lui renvoie en miroir des choses sur lui-même.
Allez, j'en ai bientôt terminé. Si apprendre avait un autre goût à l'âge du réseau, plus informel, plus communautaire, non linéaire, démocratique, collaboratif, anthropique, parce qu'on le voit bien là sur Louis XIV, Picasso, ça part dans tous les sens, mais c'est extraordinaire. Jacques, tu parlais de galaxies tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas dans des espèces de modèles de Big Bang là? Ça explose, c'est en expansion. Mais justement, parce que c'est en expansion, avec des phénomènes de thermodynamique, il y a aussi des modalités d'auto-éco-organisation en cours. Parce que j'aime bien ta métaphore de la mosaïque. Mais la mosaïque ne fait sens que parce que l'artiste qui la conçoit a une intention de création d'une forme. Or là, la forme, elle est auto-éco-organisée. On ne sait pas où ça va, et tant mieux. Parce que dès le moment où il y a quelqu'un pour filer des intentions, eh bien, il y a une propriétarisation des choses. Et ça peut poser problème. Anthropique, inspirant, il n'y a qu'à lire les verbatims des apprenants, hein, et émancipant, avec des valeurs associées comme l'autonomie, la diversité, l'ouverture, l'interactivité, la ludicité et la durabilité. Alors, à partir de là, c'est quoi le futur de l'apprentissage? Là, je fais un peu d'anticipation. On parle de réseaux sociaux d'apprentissage collaboratif, hein, des Open Learning Networks. Voilà. Si on les couple avec des Open Neurons Networks, on sait aujourd'hui qu'on peut, avec des nanobiotechnologies, aller patcher un nanobiocomposant sur des neurones et ouvrir ainsi le cerveau. Et si on couple ça avec un projet qui s'appelle LEOS, qui est le Low Earth Orbiting Satellites, c'est-à-dire une couche basse de satellites en réseau qui vont pouvoir nous permettre, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la Terre, d'être connectés. Si on couple les trois, les réseaux d'apprentissage, des neurones ouverts, associés à un réseau de satellites, vous savez tous ce que ça veut dire en marketing, Jacques en particulier, sans doute B2C et B2B. Business to consumer et... Alors là, c'est pas ça du tout. C'est brain to cloud et brain to brain. Quand on pose la question à Nicolas Négroponte, le patron du labo de MIT, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage au XXIe siècle? Il fait une conférence TEDx et à la fin, le responsable de TEDx vient le voir et lui dit « Mais vous ne m'avez pas dit l'essentiel, là. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'Assemblée dans les couloirs, tout à l'heure, vous me l'avez dit. Ce que c'est qu'apprendre au XXIe siècle. Dites-le !» Et là, il dit « Je suis un peu embarrassé, mais allez-y, dites-le. Qu'est-ce que c'est apprendre au XXIe siècle ?» Et le gars dit « With pills. » Avec des pilules. Ça a jeté un froid, comme ici, dans l'Assemblée. Avec les nanobiocomposants, on peut imaginer aujourd'hui avoir un cerveau connecté, donc vers un cerveau augmenté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va y revenir. Hein. Suivant. Et si, tout à l'heure, je disais apprendre égale travailler au XXIe siècle, parce qu'on est en flux, et on n'a plus le temps d'aller se former, de toute façon, l'information, c'est tout le temps, en permanence, partout, parce qu'on est dans l'impermanence et l'interdépendance. Donc après, et si apprendre avait un autre goût? Et si travailler avait un autre goût? Alors, j'ai pris juste dans le Libération du 9 novembre 2015, un article qui s'appelle « Dans l'Est parisien, un repère de mutins numériques ». Et voilà ce que disent les gars. Ce qui se passe ici, c'est un espace de coworking. Hein. Alors on pourrait imaginer que chacun vient pour partager des moyens. Mais non. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Au lieu de ne partager que des moyens, ce qui se passe ici, c'est vraiment l'avenir du travail. Il y a tous les métiers, il y a des startups et des créatifs, on se nourrit, on se donne des tuyaux, c'est un fourmillement. C'est génial. Là, on est dans du présentiel, on est dans un réseau de co-développement de compétences présentiel, et c'est dans le Libé du 9 novembre. Alors si on pousse plus loin la logique, le futur du travail, en introduction, je parlais de l'automatisation, de la robotisation généralisée. On sait que ça peut générer dans les grands pays industriels à l'horizon 10, 15 ans, 30 à 50% de taux de chômage.
si on couple ce taux de chômage avec des économies alternatives au capitalisme ultralibéral de type Uber, qui sous-traite l'acquisition et l'usure de capital à des tiers, qui est la forme terminale du capitalisme ultralibéral, des économies comme l'économie des biens communs, Bovins, vous le connaissez sans doute, ou si vous ne le connaissez pas, lisez Sauvons le monde. L'économie dite de la contribution collaborative dont vous avez parlé tout à l'heure et dont le chantre est Bernard Stiegler aujourd'hui. Et puis, une économie sociale et solidaire montante. Si on les mélange toutes les trois, face à ce chômage-là, on est peut-être vers... On se destine peut-être à un monde où le partage fera peut-être plus de sens qu'il n'en fait aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que tout ça, ça va nous générer du temps libre. Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer? C'est qu'on va appliquer aux compétences les logiques du logiciel libre, de l'open source. Peut-être qu'on va pouvoir parler de open skills. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir voir émerger des pools de compétences libres et ouvertes. C'est-à-dire que je ne me forme pas pour moi, je me forme pour ma communauté d'appartenance qui, regardée dans son ensemble, dispose d'un certain nombre de compétences qui seront peut-être monétisables parce que moi, je ne serai plus jamais employé, je serai un intermittent du travail et non pas un employé, ce qui n'est pas du tout la même chose, l'emploi et le travail. On voit déjà poindre des idées de cette nature, c'est-à-dire du co-développement de compétences, mais aussi de la copropriété de compétences. Parce que finalement, moi, j'ai des compétences, Thierry, mais si je prends la théorie socio-constructiviste, mes compétences résultent d'un construit social. Si je réfléchis à tous les gens que j'ai rencontrés, avec lesquels je suis en interaction, ou j'étais en interaction, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je leur dois au moins une copropriété de mes compétences. Et ça, c'est pas innocent, parce qu'on rentre dans un monde où le numérique introduit aussi des formes de dépropriétarisation. On n'utilise plus sa voiture, on utilise Uber ou Autolib, ou etc. Donc oui, peut-on se penser propriétaire de ses compétences? C'est une vraie question. Et tout ça, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur, pas forcément du leadership qui est centré sur la personne et l'ego, mais du communityship qui est centré sur ma communauté d'appartenance. Quand moi, je développe des compétences, je les développe aussi parce que ça permet à ma compétence, à ma communauté, d'accroître son niveau global de compétences. Et tout ça, ça peut s'encapsuler dans cette économie du sharing, à la condition qu'on ait bien évidemment un revenu universel garanti qui nous permette de développer ensemble nos compétences. Je vous donne un exemple. Récemment, dans le 95, je connais pas mal d'agriculteurs bio. Là, il y a de jeunes agriculteurs bio qui se sont constitués en un réseau social de développement de compétences, donc collaboratif, qui loue à très bas prix des champs à des agriculteurs à la retraite et qui forment de jeunes agriculteurs à l'agriculture biologique, le respect de l'environnement, etc., la durabilité des sols, etc., etc. Voilà. Donc ça s'organise, ça s'organise cette économie du sharing. Bon. Tout ça, c'est bien joli, mais le numérique, comme l'écriture et comme l'imprimerie, est un pharmacone. Un pharmacone, c'est à la fois un remède qui consiste à offrir une démocratisation généralisée à l'accès aux connaissances et au développement de compétences, mais ça peut aussi être un poison. Et je vous en donne quelques exemples. L'automatisation généralisée, est-ce que c'est souhaitable ? Je ne sais pas si vous avez vu le film de fin d'études de celui qui a fait La Guerre des Étoiles, là, ça s'appelle THX 1138. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Bon, on y est. On est d'accord? Voilà, automatisation généralisée. Allez voir ce film, comment il s'appelle déjà? Ouais, mais le grand cinéaste. George Lucas. C'est son film de fin d'études. Il l'a réalisé en 1971. On est déjà dans le big data. On est déjà dans des populations complètement
aliénés au monde des robots, etc., etc. Allez voir ce film, ça parle de notre monde actuel et à venir. C'est terrifiant. Déjà, on pilote des cerveaux à distance dans ce film, à l'aide de je sais pas quoi, mais déjà les gens sont tellement malheureux qu'ils bouffent des pilules en permanence pour supporter la dépression généralisée qui est la leur. Allez voir ce film, c'est fantastique. L'algorithmisation de nos vies, c'est très bien le big data, mais l'algorithmisation de nos vies, c'est quoi? C'est la mort de toute pensée, parce que quand on est dans de l'empirisme en temps réel, on n'a plus besoin de théorie, puisqu'on est dans la surveillance permanente d'un flux. L'économie 24, 7, on analyse en permanence de manière empirique, on n'a plus besoin de théoriciens. Ça, c'est la grande théorie de Stigler. C'est sa grande angoisse aussi, parce que lui, c'est un méga théoricien. Donc, il a très peur d'être évacué par la numérisation et l'algorithmisation. Databésité et infobésité, ça va de soi. Les syndromes d'addiction, FOMO, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le FOMO? Oui? Fear of missing out, ça veut dire l'angoisse ultime dans ce flux permanent qu'est cette économie 24/24 de perdre l'information dont j'ai besoin pour faire de la e-reputation ou du personal branding, hein, du marketing de soi. C'est aussi la nomophobie, on voit ça se développer en Corée. La nomophobie, c'est l'angoisse d'être séparé de son orthèse. Une orthèse, c'est ça. Une prothèse, ça remplace un organe. Une orthèse, ça vient dans le prolongement d'un organe. La nomophobie, c'est l'angoisse de perdre le prolongement de soi qu'est le smartphone. Ça touche 25% des adolescents en Corée. C'est très grave. Il y a des psys qui se penchent sur la question. Et puis c'est aussi le syndrome de déficit d'attention et d'hyperactivité, ADHD, qui touche beaucoup d'enfants aux États-Unis, qui sont soignés avec de la Ritaline, qui est un poison. Et le chiffre d'affaires de la Ritaline en France est croissant depuis 5 bonnes années. Il vous dira que non, la deep attention est quelque chose de fondamental pour la construction identitaire. Et cette deep attention, elle se fabrique entre 6 et 15 ans. Mais elle peut être totalement détruite par un usage immodéré des différents écrans qui peuplent notre environnement. Il le dit.